Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Après la COP28, c'est l'heure de faire le bilan sur les acquis du continent, notamment sur les fonds de compensation des pertes et dommages, mais aussi sur les priorités des pays africains dans la question climatique. Ce qui pose bien évidemment le débat sur le développement durable en Afrique, sa compréhension et son déploiement sur le terrain. On essaie d'en savoir davantage avec notre invité. Il s'agit de Soha Benchekroun. Elle est chercheure et experte en développement durable. Elle est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, Soha Benchekroun, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Ravi Alors, d'être là. comme on dit, donc la COP28 c'est terminé. À chaque fois, on s'interroge sur l'utilité et les bilans de ces COP. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, que retenir de cette COP28 qui s'est déroulée à Dubaï? Oui, alors déjà pour, donner quelques éléments de lecture de l'accord final de cette COP et globalement de certaines, tendances, de la COP donc dont les négociations se sont terminées il y a quelques jours. Il y a eu, l'approbation d'un texte par, 200 pays qui dit, dans ses grandes lignes que les combustibles fossiles sont, responsables, du désastre écologique que nous vivons. Donc il y a pour la première fois un consensus, global pratiquement sur la nécessité d'abandonner les énergies fossiles. Heu, donc ça, si c'est considéré par certains comme un résultat, historique, inespéré, pour d'autres, notamment les pays qui sont touchés de façon, disproportionnée par la crise climatique et pour une partie aussi de la société civile, c'est évidemment une conclusion, tardive, hein, puisque ce sont des réalités qu'on connaît depuis, des décennies. Heu, on sait que ce sont des intérêts, notamment de puissantes multinationales, qui produisent ces combustibles fossiles, et qui ont d'ailleurs été bien représentés cette année à la COP28. C'est ce qui a en bonne partie, retardé l'adoption de lois pour limiter le réchauffement climatique. Donc, c'est quand même une avancée, ce texte, mais à mon avis, c'est à nuancer. Il y a des raisons de penser qu'on est encore dans une logique de changement incrémental par rapport, au statu quo, par rapport heu, au business as usual, comme on dit. Donc voilà, le texte cite quelque part une, transition, juste et équitable. Encore faut-il que ce soit véritablement le cas dans le déploiement, la concrétisation de cet accord. Donc c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Heu, un deuxième point peut-être qui me paraît, fondamental dans la lecture de la COP et des COP, précédentes aussi d'ailleurs, c'est la nature des solutions qu'on met en avant. Heu, souvent, on est dans des solutions, technologiques, très avancées, hein. Par exemple, pour le captage du CO2, donc certaines d'entre elles, dont l'efficacité est encore à démontrer. Heu, vous savez aujourd'hui ce qu'on appelle le technosolutionnisme climatique, c'est-à-dire penser qu'on va régler la crise climatique, par la technologie, c'est controversé. Ce qu'il faut repenser, avant tout, je pense, c'est le modèle de société, heu occidentale, capitaliste, avec ses logiques de consumérisme, de productivisme qui mènent à la catastrophe écologique. Voilà, donc d'ailleurs aujourd'hui ce ne sont pas que des activistes qui parlent de catastrophes et de menaces, existentielles. Vous avez, l'ONU par exemple qui commence aussi à en parler en ces termes. Donc Alors, voilà, il y a ce je ne sais pas si volet. vous Ouais, m'entendez, Soha Benchokroun. Maintenant, oui, c'est un tout à bilan. fait. Si on essaie de voir pour ce qui est des préoccupations des pays africains, ont-elles été entendues? Mmh. Alors, elles sont nombreuses, ces préoccupations. Il faut rappeler qu'il y a, une injustice inhérente, à la crise climatique, comme vous savez. Au-delà même de l'Afrique, à une échelle globale, si on prend les 1 les plus riches, principalement en Europe et aux États-Unis, ils émettent autant que, les 2 tiers les plus pauvres dans le monde. Donc c'est absolument, inconcevable, mais c'est donc la réalité inégale de la crise climatique. Maintenant pour ce qui est de l'Afrique, on connaît désormais ce chiffre, hein, notre, grand continent a une contribution minime aux émissions globales, autour de 3 et est le plus frappé par les conséquences, du changement climatique. Donc le Sahel est touché de plein fouet, les cyclones au Zimbabwe, la pire sécheresse au Maroc depuis, 4 décennies. Donc une avancée de cette COP, ça a été d'entériner, comme vous l'avez dit au début, la création du fonds, pertes et dommages, dont le principe avait déjà été acté à la COP 27. Ce fonds,
heu, doit permettre aux pays les plus touchés, donc ceux d'Afrique notamment, de financer la réparation des dégâts causés par le réchauffement climatique. Bon, la gestion du fonds, au moins provisoirement, sera assurée par la Banque mondiale, ce qui n'a pas été très bien accueilli par les pays en développement. Heu, bon, sans oublier que les pertes sont parfois, inestimables. Au-delà des dommages qu'on peut avoir dans les infrastructures, eh bien, il y a des pertes humaines, qui n'ont pas de prix. Bon, même si l'importance de la vie humaine n'est pas toujours respectée dans notre monde, mais en tout cas, c'est pour dire que ce ne sera jamais assez, mais les pays, pollueurs doivent payer pour ces dommages. Là encore, il faut voir combien et comment, ces fonds vont être, mobilisés, et ça, c'est pas gagné. Donc, oui, si ce point répond à certaines préoccupations des pays africains, il y en a d'autres, qui demeurent et qui, au contraire, s'accentuent. Je vais citer très rapidement un exemple, de ces points préoccupants. C'est les crédits carbone. Donc, il y a des activistes pour la justice climatique qui vont même jusqu'à dire qu'on a vendu des terres africaines dans cette COP pour faire des deals. Hein. Ça devient un marché, vous savez, le carbone, avec des mécanismes d'échange. Donc, on vend un territoire en échange d'un crédit carbone pour qu'une entreprise étrangère finance des projets soi-disant verts. Parfois, ça peut vouloir dire venir raser, replanter, donc, souvent de la monoculture, c'est pas bon pour le sol, passons. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il advient des communautés sur place. Donc ça peut être considéré comme une des manifestations de ce qu'on peut appeler le colonialisme vert, ou certains l'appellent le colonialisme du carbone. Et ça peut être inquiétant. Mhm. Alors, il a aussi beaucoup été question des énergies fossiles, hein. On a vu ce débat entre pays industrialisés, pays en développement, pays qui disposent de ressources pétrolières. Finalement, pensez-vous que dans le contexte actuel, pour ce qui est des pays africains, il est logique de leur dire de ne pas exploiter leurs ressources fossiles, des ressources sur lesquelles d'autres pays se sont basés et ont exploité pour assurer leur développement? C'est aux pays africains de décider, hein. Chacun selon, son contexte, ses ressources, ses priorités de développement, comme vous dites, et de développement industriel. Et non, pour répondre à votre question, aucun pays n'est en position de dire, à l'Afrique, comment faire pour devenir un continent, vert, et respectueux de la planète, encore moins les pollueurs historiques. On entend, de plus en plus ces dernières années un plaidoyer pour, une Afrique verte. En fait, personne n'est contre a priori, mais attention à ce que certaines politiques et directives, souvent soutenues par des organismes internationaux, des gouvernements occidentaux et de grands cabinets de conseil, faire attention à ce que ça peut avoir comme implication. Notre continent est jeune, il déborde de ressources naturelles et humaines. C'est la plus grande réserve de main-d'œuvre d'ici 2050. On a le tiers, des réserves, mondiales, tous minerais confondus. Et pourtant, il y a une réalité de pauvreté endémique encore dans beaucoup de pays. Donc l'Afrique a d'abord besoin de sortir une bonne partie de sa population de la précarité. L'urgence, c'est d'abord l'accès à l'électricité aux 600 millions d'Africains qui en sont privés. Le développement d'industries africaines, hein, pour que les Africains puissent tirer profit de leurs richesses, réorienter les revenus miniers au profit des populations locales, et puis créer des emplois à tous ces jeunes, et sortir surtout de la dépendance de l'aide. Donc nous savons bien, comme vous venez de le dire, les experts et les décideurs le savent, que développer des industries, ça ne se fait pas uniquement avec des énergies renouvelables. Si aucun pays n'a su le faire jusque-là, c'est qu'il y a des raisons. Il revient donc aux pays africains, chacun selon ses réalités, de définir leur propre modèle, de résoudre leur équation énergétique. Et le bon sens veut que cette transition vers des énergies propres se fasse de façon véritablement juste et équitable. Mhm. Alors, d'ailleurs, cela nous pousse à nous interroger sur les priorités parce que même quand on parle de développement durable, on a l'impression que les priorités ou peut-être même la conception et la compréhension ne sont pas les mêmes que l'on soit des pays développés ou bien des pays en développement. Expliquez-nous en davantage, Sohab Ben Chekroun. Oui, absolument, dans la continuité de ce qu'on disait, à mon sens, développement durable dans les pays en développement, en Afrique notamment, doit rimer avec, développement industriel. Sans développement industriel, on est voué à continuer d'importer démesurément, transformer très peu, localement, et puis, exporter, ce qu'on produit sans valeur ajoutée.
Donc, autrement dit, l'Afrique reste, piégée dans la dépendance de l'aide, et les fortes, disparités. Hem, Vous savez, ce sont des chiffres de 2022, 2 c'est la part de l'industrie, manufacturière africaine dans la production, mondiale. Là, on parle de tout le continent. Donc, quel développement durable on peut imaginer sans industrialisation? Et donc par là, on en déduit que développement durable en Afrique doit rimer aussi avec, justice climatique. Autrement, les priorités du continent risquent d'être, entravées, par des politiques, environnementales qui sont, inadaptées, hein, aux réalités socio-économiques de plusieurs pays d'Afrique. Sinon le monde, fait sa transition, net zéro aux dépens des plus pauvres, et ce qui est dommage. C'est aussi une manifestation de ce qu'on appelle le colonialisme vert. Par contre, oui, les pays industrialisés, qui sont donc des pollueurs, historiques, et qui continuent d'ailleurs, à dépendre fortement des combustibles fossiles, le développement durable pour eux, ça doit être synonyme de, transition, d'urgence, vers, des énergies propres, vers des modes de consommation, et de production plus sobres, avant qu'il ne soit tard pour rester dans, les limites d'une température, habitable sur terre. Heu, Mmh. D'ailleurs, si on en croit, c'est-à-dire si selon la trajectoire actuelle, on va plutôt vers les 3 degrés. Donc on s'éloigne des 1,5 degrés de l'accord de Paris de 2015. Mmh. Alors, le débat sur les énergies fossiles pose aussi celui sur les énergies renouvelables. Comment voyez-vous l'évolution sur le continent, l'adoption par les différents pays africains de ces sources d'énergie renouvelables? Les énergies renouvelables, font partie de toute, stratégie de décarbonation, puisque ce sont des énergies propres, hein, que ce soit le solaire, l'éolien, la biomasse, l'horizon aussi de l'hydrogène vert. Maintenant chaque pays africain décide comment gérer son mix énergétique. Il y a des pays en Afrique, qui disposent, d'un potentiel, énorme en énergie renouvelable et qui sont, leaders, en la matière. Le Maroc, est un bon exemple. Heu donc le Maroc met, le renouvelable au cœur de sa politique énergétique nationale. C'est un élément important aussi de sa, contribution déterminée au niveau national, c'est-à-dire les engagements climatiques du pays, pour contribuer aux objectifs mondiaux. Vous avez, d'autres pays, hein, comme l'Éthiopie, donc qui est aussi, qui est aussi un autre exemple avec les énergies renouvelables, qui constituent, plus de 90 je pense de leur, mix énergétique. En même temps, ce n'est pas le cas de tous les pays africains. La L'Afrique est plurielle, et ses réalités en termes de besoins énergétiques, également. Alors, pensez-vous que de façon globale, la prise en charge de la question climatique est extrêmement ou est plutôt assez développée dans les politiques publiques en Afrique? Je pense que, en Mhm. parlant de politique publique, il y a besoin, de souveraineté africaine dans la gestion de la crise climatique, et environnementale, hein, plus que jamais. C'est crucial. On l'a vu, à la COP, d'ailleurs aux dernières COP aussi, hein. Donc à la COP il y a quelques jours, on l'a vu au dernier sommet africain, sur le climat, qui a été organisé, au Kenya pardon, en septembre. Heu, on voit l'importance et la nécessité que ces questions de durabilité environnementale et sociale, bien entendu, hein, puisque la question climatique, ne peut pas être séparée de la question sociale, des droits de l'homme, et des droits de tous à la dignité et à la prospérité. Donc, on voit la nécessité que ces questions soient traitées à travers, un prisme africain, que ça serve réellement, les intérêts, des populations africaines. Ce serait regrettable que, ça serve des agendas extérieurs aux dépens, des Africains. Voilà, donc le besoin de cette souveraineté, si on prend l'exemple tragique, avec les inondations en Libye, qui sont, liées, amplifiées par les, changements climatiques. Donc là, on peut voir comment un pays qui était, autrefois prospère et souverain s'est transformé après 2011 en un pays, asservi et meurtri par la guerre civile, donc un État qui est, incapable de protéger ses citoyens, encore moins, donc de
protéger ses citoyens des catastrophes naturelles et des conséquences du changement climatique, et donc incapable d'apporter une vision de développement durable, encore moins des stratégies d'adaptation climatique. Donc la souveraineté est évidemment un élément important dans ces voilà. Je pense que c'est une base essentielle aussi pour que ces politiques publiques puissent arbitrer et assurer des approches équitables des questions sociales et environnementales. Mhm. Mais Alors, globalement, aujourd'hui, on voit une Afrique qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Et donc, de ce point de vue, on peut être optimiste et espérer davantage de coopération panafricaine et davantage de coopération sud-sud dans ces domaines. C'est essentiel, notamment l'adaptation climatique, puisqu'il s'agit d'une menace qui touche plusieurs pays africains et plusieurs pays du Sud, au-delà des frontières. mhm. Donc, il y a besoin de ça. Et puis, il y a besoin aussi, à mon sens, de puiser dans les savoir-faire africains ancestraux qui sont très riches d'apprentissage et sources d'inspiration pour s'adapter au climat, mais globalement aussi pour apprendre à vivre en harmonie avec les natures. Mhm. Alors, une dernière question qui touche à la sensibilisation. On sait que cette prise en compte de la question climatique ne peut s'arrêter au niveau des États, mais ça doit être quelque chose de décliné aussi au niveau des populations. En ce sens, que peut jouer la sensibilisation selon vous? Oui, la sensibilisation est essentielle, c'est sûr. Je pense aujourd'hui que, il y a l'accès à l'information, qui facilite, largement la prise de conscience, hein, de ces problématiques, environnementales. Il faut, je pense que la sensibilisation a un rôle majeur. Il faut juste faire attention, à certains plaidoyers, comme on disait tout à l'heure, plaidoyer pour une Afrique verte, qui parfois omettent les questions principales et les questions prioritaires pour le développement de notre pays. Mais bien entendu, l'accès à l'information à travers les réseaux, à travers tout ce qui, voilà, tout ce qu'offre aujourd'hui notre monde. Donc ouvert sur l'information, ça c'est essentiel pour pour une prise de conscience sur les questions, climatiques et environnementales. Voilà, encore faut-il les adapter à la réalité de notre continent et ses priorités de développement et de développement industriel. Merci à vous, Soha Benchekroun. Je rappelle que vous êtes chercheur et experte en développement durable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, avec Merci à vous plaisir. aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.